Bonjour, donc je suis Pierre Villemain, enseignant-chercheur au laboratoire d'informatique de Paris 6, de Paris 6 qui n'existe plus, au LIP 6 de Sorbonne Université. Et donc je viens vous parler d'un logiciel qu'on a développé dans le cadre de nos recherches, qui s'appelle Agrum. Agrum, ça parle de modèles probabilistes, et plus exactement de modèles probabilistes graphiques. Donc voilà un bout de modèle probabiliste. Vous voyez que ça mélange des probas et des graphes. Voilà, ça c'est le genre d'objet que l'on utilise et que l'on manipule. Donc je vous fais, ça sera pas trop technique, mais je vous fais un slide un peu technique juste pour vous montrer la chose qui est importante. C'est que on est en train de travailler sur des distributions de probabilité. Donc une distribution de probabilité qui est ici, une distribution de probabilité jointe. Quand on dit joint, ça veut dire qu'elle est complexe, ça veut dire qu'il y a un nombre extraordinairement grand, exponentiel de paramètres, à tel point que la représentation de ce modèle graphique, de cette probabilité plutôt, et le calcul dans ces modèles-là ne sont pas traitables, simplement parce qu'ils sont de trop grande taille. Donc il faut absolument qu'on trouve des solutions pour modéliser quelque chose qui nous permette d'améliorer un petit peu la représentation, et les modèles graphiques utilisent des graphes comme celui-ci pour structurer la distribution de probabilité et pour ensuite non seulement comprendre comment elle fonctionne, mais aussi être capable de faire des calculs et même être capable d'apprendre ce graphe. Donc voilà le genre d'utilisation qu'on fait, d'application qu'on fait avec Agrum. Donc Agrum, c'est bien une librairie, hein. On n'est pas un logiciel, on ne résout pas un problème, on donne accès à des outils de calcul probabilistes dans des problèmes complexes. Donc de la modélisation, l'utilisation avec l'inférence, l'explication, même la causalité. Maintenant, beaucoup de travail sur la causalité aujourd'hui, l'explicabilité. De l'apprentissage, bien sûr, puisqu'on peut apprendre la structure, on peut apprendre les paramètres. Donc on a des outils qui ressemblent un petit peu aux outils qu'on peut trouver dans le cadre du machine learning. Et puis ensuite, l'utilisation, c'est de la validation, de la simulation, du diagnostic, de l'analyse de sensibilité. Et dernièrement, une autre chose qui est importante, c'est que Agrum a été constitué par composants, ce qui permet à terme de construire des modèles plus complexes, des modèles décisionnels, des modèles dynamiques, basés sur ces logiciels probabilistes. Donc là, c'est juste pour vous donner quelques exemples d'applications avec des entreprises. Donc je suis désolé pour les quelques non censurés. J'ai pas eu le temps de leur demander leur avis, et donc comme j'ai pas eu leur avis, je préfère considérer qu'il est négatif. Donc je n'ai pas mis les noms des gens auxquels j'ai pas pu avoir accès. Mais comme vous voyez, il y a beaucoup d'utilisations. Par exemple, en industrie, avec l'IRSN, l'Institut de la Sûreté Nucléaire, et Airbus, on travaille sur des recherches de scénarios probables dans les centrales nucléaires, donc dans les incidents nucléaires dans les centrales. Donc c'est des scénarios qu'on ne sait pas résoudre de manière exacte, de manière fonctionnelle, parce que c'est des conditions extrêmement compliquées. On est obligé de passer en termes probabilistes, et donc on se retrouve avec des modèles très complexes en termes de nombre de variables, mais qu'on peut représenter à peu près correctement et utiliser dans des simulations grâce à ces réseaux bayésiens. Avec Airbus, on travaille beaucoup sur de la modélisation de problèmes à haute dimension, bien sûr, mais continue. Et donc, par exemple, on va travailler sur les champs de pression dans les boosters de Ariane, et on va se demander comment se construit la dynamique stochastique de ces champs de pression, et ce genre de choses-là. Je passe un peu de temps encore là-dessus. Par exemple, on va parler de machine learning. On fait beaucoup de prédictions avec les réseaux bayésiens. Et en particulier, on arrive non seulement à faire de la prédiction, mais à montrer quelles sont les variables qui sont pertinentes et qui sont importantes. Et donc, avec SAP, avec Engie, avec des petites startups comme Teranga, on fait des choses assez intéressantes comme prédiction d'événements indésirables pour des résidents d'EHPAD. Donc, on prévoit à 1 mois l'escar, ce qui étonne beaucoup de monde. On ne croyait pas que c'était possible. Et donc, maintenant, on est capable de mettre en place des opérations de maintenance, je sais pas comment on dit, pour réussir à empêcher l'escar avant qu'il arrive, grâce à ce genre de modèle-là. Bon, encore une fois, de l'explicabilité et de la causalité dans les modèles de machine learning, ça c'est quelque chose qui marche très bien et qui est très important pour SAP. SAP gère des données pour des clients, et elle a besoin de sortir des informations de ces données. Et les informations qui les intéressent maintenant, parce que la prédiction, on est capable de la faire très bien. Ce qu'on veut maintenant, c'est la prescription. Comment faire pour changer le résultat? Comment faire pour expliquer qu'un résultat a été celui-là ou un autre? Donc c'est vraiment important.
Et puis avec Engie, on fait du diagnostic de panne dans les parcs éoliens. Là aussi, c'est simplement des séries temporelles et on essaye de retrouver à quel moment il y a un défaut qu'on peut repérer à partir de ces séries. Je vais un peu plus vite sur la deuxième partie. On a beaucoup d'applications dans la finance aujourd'hui. Donc de la prédictions de défauts de crédit, de l'analyse causale de séries temporelles, ça c'est très important pour des entreprises qui travaillent sur la finance. On a travaillé largement sur la détection d'anomalies et d'intrusions dans les processus dynamiques, et ça a donné des utilisations dans le cadre de la sécurité informatique. Et donc l'idée c'est d'avoir un ensemble de flux de données dynamiques et repérer à quel moment il se passe quelque chose qui n'était pas probable et qu'on considère comme étant une anomalie et peut-être donc une intrusion. Et enfin, avec l'INRAE et avec d'autres personnes, on travaille beaucoup sur la modélisation, c'est-à-dire on construit le graphe avec des experts parce qu'ils sont capables de le faire. Et ça nous permet de faire des choses assez intéressantes comme travailler sur des simulations sur l'impact d'un changement de juridiction sur les aires marines protégées, ou alors la modélisation de processus biochimiques dans l'agroalimentaire. C'est dit comme ça, mais en fait, on travaillait sur le fromage et on se demandait comment est-ce que comment le lait devient fromage. Et on avait donc un modèle probabiliste pour expliquer ça, et ça a permis d'améliorer un petit peu la production de fromage à pâte fleurie. Ok. Donc voilà les exemples. C'est des exemples simplement. On a une page complète sur les applications et on a plus d'une centaine d'applications qui sont venues du monde de la recherche, donc avec des publications à l'appui. Donc il y a vraiment une grosse capacité de cette librairie à être utilisée en tant que composant pour un nombre de sujets très importants. Donc voilà à quoi ça ressemble. Alors ça c'est un peu bizarre parce que c'est pas une librairie justement, c'est la partie non librairie d'Agrumes puisqu'on est passé au niveau des notebooks, on est passé en Python. Donc on travaille avec des data scientists et on donne accès à un ensemble d'outils qui permet de travailler sur des graphes comme vous voyez, travailler sur des probabilités, suivre des séries temporelles, etc., suivre de l'analyse de sensibilité, tout ce genre de choses dont je vous ai parlé déjà. Donc ça c'est vraiment le commun d'un notebook avec Agrumes et avec PyAgrumes. Voilà, donc à peu près ça, on a un peu de mal à être très clair là-dessus, mais on a essayé de récupérer un peu le type d'utilisation de cette librairie. Donc vous voyez que en gros, la librairie est devenue très vivante, très présente à partir du moment où on l'a passée en Python. En C++, c'était un peu dur. Donc il y a un petit peu d'Agrumes en C++, principalement en interne, c'est notre outil de travail, mais il y en a un petit peu aussi en Chine et à New York. Il y a beaucoup de Python, des développements d'applications et beaucoup de data scientists et data analyse, hein, bien sûr. Et un tout petit peu d'autres langages. Il y a des trucs un peu exotiques comme des gens qui ont fait du PHP et qui, en PHP, appellent des appels à des requêtes probabilistes pour leur utilisation. Ok. Donc, en gros, on n'est pas les seuls, bien sûr, sur le domaine. Il y a beaucoup de logiciels privés et il y a aussi quelques logiciels libres. Mais on peut se dire en gros qu'on a ces avantages-là. C'est pas vraiment des compétiteurs, mais j'ai mis compétiteurs quand même. Donc on a une grosse avance en termes de vitesse, simplement parce que tous nos codes sont en C++. Tous les algorithmes sont faits pour être optimisés. C'est notre outil de travail en tant que chercheur. Donc on a vraiment fait les choses aussi bien que possible. On a aussi mis beaucoup de modèles dans notre librairie. Ça veut dire qu'on est capable de faire des réseaux bayésiens, mais aussi des réseaux de Markov, des chaînes, des diagrammes d'influence. Enfin, je vous passe les mots comme ça pour rien, mais il y a vraiment beaucoup de modèles qui permettent d'avoir une quantité et un panel d'applications qui est assez énorme. Et enfin, on a le fait d'être passé en Python qui nous a vraiment changé la vie en termes de reconnaissance et de téléchargement. Et puis du coup, comme on était passé en Python, les data science et la finance commençaient à devenir importants, et donc on a soigné fortement l'intégration avec les notebooks et avec scikit-learn, etc., etc. Donc notre désavantage assumé, puisqu'on est des chercheurs, c'est que c'est de la programmation. On n'a pas le logiciel clic-bouton où je crée un nœud, je tire un arc, etc. On n'a pas ça. Et on nous le reproche assez régulièrement quand même, ce qui fait que grâce à Open, puisque c'est pour ça que je suis ici, c'est grâce à eux en tout cas, Open a pour but, entre autres, de nous donner la possibilité de développer une interface graphique. C'est pas notre travail, c'est pas notre métier, donc on a vraiment besoin de l'aide extérieure pour réussir à faire ça. Donc ça c'est pour vous montrer un peu les downloads, et vous voyez que la dernière année il y a vraiment une explosion, hein. La dernière année on est passé à 1,5 million de téléchargements en un an.
Et bon voilà, ça explose très fort en ce moment. Je suis bien content. Je comprends pas forcément pourquoi, mais c'est comme ça. Donc on a cette progression là qui fait que par exemple le dernier chiffre c'est le dernier mois où on a eu 74 000 downloads le mois dernier. Voilà, donc on est toujours très content d'avoir ces résultats-là, même si on n'est pas forcément très à l'aise pour en parler, parce qu'on ne sait pas très bien ce qui se passe derrière avec ça. C'est le problème de l'open source peut-être, ou c'est l'avantage de l'open source, c'est que c'est très facile à récupérer, et donc qu'en font les gens, on n'est pas certain de le savoir, quoi. On est même certain de ne pas le savoir. Comme je vous le disais, là, les articles de recherche, puisque encore une fois c'est une librairie qui est sortie, qui est issue de notre laboratoire, hein, donc les articles de recherche qui utilisent Agrumes, on en a quand même raisonnablement chaque année. Hein, ça marche plutôt bien aussi. On en a une centaine depuis le début. 2015, on n'était pas encore en C++. On est arrivé en C++ à peu près ici. Bon, ça a mis du temps à venir. Maintenant c'est parti. En Python, excusez-moi, en Python, vous avez compris. Ces données-là, c'est des données Google Analytics. On n'y croit pas trop non plus. On ne sait pas très bien ce qu'il y a derrière. Mais bon, c'est les données qu'on a. Hein, donc voilà, on voit que des gens viennent d'un peu partout pour regarder notre librairie, en particulier de Chine et des États-Unis. Il y a des moments où il y a des pays comme l'Afrique du Sud qui tout d'un coup explosent. Ou l'Australie. En Australie, on sait qu'il y a une boîte d'assurance qui utilise Agrumes pour faire des calculs de actuariens ou des choses comme ça. Donc voilà, on est clairement international, on est clairement visible, et on en est bien content. Donc ça, c'est le groupe LinkedIn qu'on a mis en place il n'y a pas très longtemps. On a 252 abonnés pour l'instant, et le LinkedIn, je ne vais pas vous détailler ce que j'ai écrit ici, mais LinkedIn nous donne au moins, enfin, la possibilité de segmenter un petit peu nos utilisateurs, et on voit un petit peu ce qui se passe, et on comprend un petit peu mieux qui utilise Agrumes ou qui ne l'utilise pas. Et en particulier, là, comme je disais la dernière fois, il y a beaucoup de quant et d'analyse financière qui arrivent en ce moment, et qui utilisent, principalement parce qu'on a rajouté un nouveau modèle qu'on appelle les CLG, les Conditional Linear Gaussian, qu'ils aiment bien. Ok. Donc, Agrumes en tant que logiciel libre, maintenant, vous avez bien compris que c'était un logiciel libre. On a vraiment fait ce qu'on pouvait pour ça. Donc voilà la petite communauté de développeurs. Principalement, ce sont des chercheurs, Christophe et moi-même, ou des doctorants, pratiquement tous les autres. Quelques personnes extérieures, comme Benjamin qui travaille à Bloomberg. Et donc, on a à peu près une trentaine de contributeurs actuellement. C'est pas forcément énorme quand on voit le nombre de downloads, donc on aimerait bien comprendre aussi pourquoi il y a un tel décalage. J'ai quelques idées quand même, mais bon, c'est pas très facile à gérer ça. Je vais pas rentrer non plus trop dans le détail de ce slide où j'essayais de montrer les différents composants fonctionnels d'Agrumes, mais ce qui est très intéressant, je crois, ici, c'est de voir que ici on a Agrumes en C++ avec ses différents composants, et tout d'un coup on a décidé de wrapper en Python. C'est PyAgrumes de ce côté-là, et au départ PyAgrumes c'était vraiment qu'un frontal. Le but c'était de pouvoir faire des calculs qu'on faisait en C++ et de les faire en Python. Mais il s'avère que ça a tellement bien marché qu'il y a de plus en plus de modules qui se sont développés, et toute la satellite de modules comme lib, skbn, causal, etc. se sont développés en Python par des développeurs qui étaient bien contents de pouvoir faire autre chose que du C++, mais qui continuent encore à s'appuyer sur les algorithmes qui ont été optimisés aux petits oignons du côté de Agrumes en C++. Donc à part ça, comme je vous disais, on est vraiment open source. Hein. On a été GPL pendant un moment, on est passé LGPL sur la demande d'un utilisateur. On va passer LGPL plus MIT sur la demande d'un autre utilisateur. On n'est pas peut-être pas très clair sur les licences qui sont importantes pour nous. On est un petit peu opportuniste sur ce côté-là. Hein. La GPL, ça nous paraissait évident, mais depuis les modifications, c'est à la demande, quoi, principalement. Donc on est principalement sur GitLab, mais on est aussi sur GitHub. On déploie en Python avec tous les systèmes de package connus, PyPy, Poetry, Anaconda. On a aussi des utilisations sans installation avec des Docker et Binder. On va essayer aussi d'utiliser un truc qui s'appelle Jupyter-Lite. Je ne sais pas si vous connaissez. Je ne connais pas encore. Moi, je vais essayer de regarder si ça marche bien. On a beaucoup de documentation, Read the Doc et d'Oxygen, donc des outils aussi open source.
Et puis on a les communautés qu'on a essayé de générer parce qu'on aimerait bien générer des communautés. Et donc on a des discussions GitHub et GitLab où on a quand même pas mal de questions-réponses qui sont assez intéressantes. LinkedIn qui marche très bien, je crois. Discord qui marche plutôt pas mal avec pas mal de gens qui s'installent sur le serveur. Pas forcément pour poser des questions mais pour regarder les questions qui passent. C'est un peu dommage. Et Gitter, bon Gitter c'est presque terminé maintenant, on n'utilise plus. Pardon? Oui. Discord, je suis pas sûr que ce soit libre, j'en sais rien. Je peux pas vous dire, mais en tout cas, c'est très utilisé par la communauté libre, open. Ok, ça, j'avoue que le Discord, c'était principalement au départ à l'époque du Covid, où on l'utilisait beaucoup à l'université, et donc on a continué à l'utiliser. Les outils libres nous donnent aussi accès à des outils intéressants en termes de développement. Donc faire la qualité de code, c'est quand même assez facile avec les outils qui existent aujourd'hui. Donc on a beaucoup de tests en C++, des tests en Python. On utilise d'Oxygen et Sphinx pour la documentation, comme je vous disais. Et on fait de l'intégration continue de manière évidente, puisque aujourd'hui GitHub ou GitLab, c'est pas la peine d'aller là-dessus sans faire un peu d'intégration continue. Les déploiements sont automatiques et on a des nightly builds pour les packages vraiment très réguliers, toutes les nuits. Voilà, donc on est vraiment j'ai l'impression qu'on a fait ce qu'on a pu pour être dans l'écosystème open source et mettre à disposition notre librairie et réciproquement utiliser tous les outils qu'on pouvait. Et je crois qu'on en a encore pas mal à utiliser, mais on a des problèmes de ressources. D'ailleurs, je voulais juste vous parler d'un tout petit peu de l'articulation entre recherche académique et recherche académique en informatique en particulier et open source. Et il me semble que les points que je mets là sont pas des points qui sont très originaux, c'est plutôt assez connu, je crois, mais c'est des points qu'on utilise tous. C'est vraiment des points qui sont des choses qui font partie de notre vie de tous les jours en tant que développeur open source. Donc le fait que, bien sûr, des recherches en informatique, on déploie des algorithmes, donc on implémente nos algorithmes, et donc c'est logique qu'ils soient disponibles et utilisables. D'autant plus qu'on a besoin de faire de la reproductibilité. On a besoin que les gens puissent reprendre nos programmes et les exécuter et voir que ça marche vraiment bien. C'est nécessaire. Donc on est presque naturellement open source. Les logiciels libres qui nous aident comme outil de la recherche, l'interopérabilité, le fait qu'on ait des outils de diffusion, de CI, etc., etc. Il y a aussi cette boucle vertueuse entre open data et logiciels libres qu'on utilise beaucoup, c'est-à-dire qu'on a beaucoup d'outils qui sont développés à partir de données qu'on a récupérées en open data. Et enfin, je crois que on n'est pas simplement des parasites, on n'est pas simplement des gens qui utilisent l'open source. Je crois qu'on amène des choses à l'open source aussi, et donc on leur donne accès à des innovations technologiques, des algorithmes qui sont au-delà de l'état de l'art, qui sont meilleurs que ce qui est a priori implémenté normalement. On leur offre aussi une possibilité d'avoir une validation scientifique. Les outils qu'on utilise sont plutôt des outils validés. Et puis enfin, le transfert technologique avec de la formation et de la montée en puissance, qui est aussi quelque chose qui, à mon avis, est importante et qu'on a déjà pu utiliser plusieurs fois dans le cadre d'Agrum. Voilà ce que je voulais vous dire. Bravo. Merci Pierre-Henri. J'ai une petite question qui n'a rien à voir avec la technique. J'espère que ça va pas être une question piège. Moi aussi, la tarte au citron est un de mes desserts préférés. Et quid du branding Agrum, tellement rafraîchissant. D'où ça vient? Alors Agrum, je vais pas faire l'historique du monde parce que ça a été un peu compliqué. Sachez que vous êtes passé à côté du pire, mais on reconnaît dans le greu le graphique et dans le le modèle. Donc ça ressemble un peu à quelque chose comme ça. Et la tarte au citron, Agrum Pie, et ça, il fallait le faire, quoi. Super closing, merci beaucoup.